Ce qu'on s'était dit, c'est qu'il aurait été intéressant que cet atelier puisse être vraiment le plus collaboratif possible. Et on avait imaginé que vous seriez assis en cercle par petits groupes et que vous puissiez, pendant 2 ou 3 temps que vous allez découvrir, réfléchir ensemble, réfléchir à la situation de votre entreprise, préparer des questions pour nos 2 invités. Le format de la salle n'est pas idéal pour ça, mais on va quand même essayer d'aménager ces temps-là. Et donc, finalement, on va s'organiser de la manière suivante. On aimerait bien faire Moi, je vais faire une courte introduction pour partager avec vous les résultats d'une étude. Juste derrière, ce qu'on aimerait, c'est que André et Jouan puissent vous donner un peu des éléments de contexte sur la situation de leur entreprise à un temps T, à un moment donné où il a fallu embarquer les salariés. Qu'on se laisse un petit temps de réflexion pour que vous puissiez à 2 ou 3 réfléchir à des situations un peu similaires chez vous. Et puis ensuite, ils nous raconteront les actions qu'ils ont mises en place effectivement pour répondre à ces défis. Sachant que je les remercie aussi d'avoir, vous allez voir, ils ont apporté des films, quelques slides et puis beaucoup de témoignages très vivants. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment. Donc on a 90 minutes devant nous. Ce que je voudrais faire en introduction, c'est vous présenter les résultats. Ça, c'est des enjeux, je passe vite. Voilà, notre métier, c'est d'accompagner ces changements autour de la RSE. Mais surtout, je voudrais partager avec vous les résultats d'une étude que vous pouvez trouver sur notre site desenjeusetdeshommes.com, parce que je pense que vous pouvez vous servir de certains de ces résultats pour aller convaincre dans vos entreprises respectives, vos boss, vos DRH, vos DIRCOM, sur la nécessité d'engager les salariés autour de nos sujets de RSE. On s'aperçoit que ces sujets intriguent, intéressent, motivent nos collaborateurs et qu'on ne va peut-être pas suffisamment encore les chercher. Voilà. Donc, ce baromètre, je vous présente les résultats de sa 2e édition. On le fait tous les ans avec nos amis d'Ecodev et puis un institut de sondage qui est Via Voice, parce que on se dit que sur ce type d'études, il faut avoir une rigueur scientifique. C'est une étude qui est menée auprès de 1000 salariés d'entreprises privées avec une bonne représentation, vous le verrez sur le document qui est en ligne, là, d'entreprises on démarre quand même à 250 salariés et on va jusqu'à des entreprises de 5000 salariés et plus. Ce qui ressort quand même de l'étude, c'est que, en gros, 1/3 des personnes qu'on interroge ne répondent pas, ne veulent pas se prononcer, et parce qu'en gros, ils ne savent pas répondre aux questions que l'on pose sur la RSE. Ce qui ressort aussi à l'opposé du spectre, c'est qu'il y a, à contrario, en gros, 10% des salariés qui sont très au courant, très concernés et qui, visiblement, ont été impliqués dans la démarche de leur entreprise. Autre élément, et là je dépeins des grands traits, c'est que quand on demande aux salariés de nous définir ce que c'est que la RSE, ce que c'est que le développement durable, et les enquêteurs expliquent le sujet dont on va parler, seulement 3% des répondants, et donc je rappelle qu'il y en a 1/3 qui ne répond pas, donc 3% des 66% qui restent, c'est à peu près nous dire ce que ces politiques-là recouvrent dans leur entreprise. La plupart des autres en ont une vision très succincte, en général monosujet. C'est souvent l'environnement qui d'ailleurs ressort, vous vous en doutez. Et dernier chiffre, ce qui nous a un peu plus préoccupés, mais c'est que seulement 20% d'entre eux nous disent qu'il y a un lien entre RSE et performance. Alors que les 80 autres % nous disent plutôt que c'est un effet de manche, c'est de la com, que c'est un nice to have, mais la connexion avec la performance business de l'entreprise, elle n'est pas encore complètement acquise. Bon, ça viendra, on s'y emploie tous, mais voilà. Quelques autres chiffres. Quand on demande aux collaborateurs s'ils ont été impliqués dans les démarches RSE, vous voyez qu'il y en a quand même 33% qui nous disent que oui. Mais seulement 5 qui nous disent qu'ils sont réellement très impliqués. On n'avait pas suffisamment d'informations l'année dernière pour savoir ce que ce très impliqué recouvrait, donc, ou ce que le plutôt impliqué recouvrait. J'espère que ce n'est pas uniquement pendant la semaine du développement durable ou à des occasions très, très ponctuelles. On va creuser, j'avais une réunion de travail hier avec l'Institut de sondage, on va creuser ces points-là.
C'est à peu près équivalent à ce qu'on avait eu en 2015. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que quand on demande aux salariés s'ils voudraient être davantage engagés, mobilisés, ils sont évidemment plutôt partants. Si vous voulez, je vous enverrai les slides. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez donner vos coordonnées. Tu dis quoi ? C'est filmé sur YouTube. Ah ben c'est filmé sur YouTube, voilà, très bien. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, on s'est servi de la pyramide de Maslow, c'est peut-être un peu... succinct, mais en tout cas, on a essayé de classer les verbatims autour de ces 5 dimensions. Et quand on demande aux collaborateurs de nos entreprises pourquoi ils aimeraient être impliqués, ce qui est intéressant, c'est que une grande partie des verbatims renvoie à des besoins d'accomplissement. On voit bien que derrière tous ces sujets de RSE, il y a matière à contribuer à quelque chose, prendre des responsabilités, que ça donne du sens. Donc on est vraiment sur des motivations intéressante. Il y a quand même aussi des collaborateurs qui se disent c'est pas plus mal pour mon employabilité. Je pense que si j'arrive avec ce bagage-là dans une autre entreprise, ça sera certainement un plus. Voilà. Quand on demande aujourd'hui, il me reste 3 slides, hein, j'ai bientôt fini. Quand on demande par quels moyens les entreprises parlent de ces sujets-là, encore une fois, grandes, moyennes ou petites entreprises, on voit que souvent, enfin, je prends des gros traits, mais souvent, ce qui ressort, c'est que ce sont des actions plutôt descendantes. Donc, il y a de la com interne, il y a des infos sur l'intranet, il y a un journal interne, etc. Alors que quand on demande quels seraient les moyens les plus efficaces et attendus de la part des collaborateurs, ce qui ressort, c'est quand même très souvent des actions plus terrain, plus de proximité, de la formation, vous le voyez là, et notamment de la formation métier. Je crois qu'il y a beaucoup de nos collaborateurs qui se disent je suis aux achats, je suis à la logistique, je suis hôtesse de caisse chez Monoprix, etc. Et en fait, comment je traduis ça dans mon day-to-day job, voilà. Et vous allez nous en parler, puis tu nous en parleras notamment chez Botanique. Et quand on leur demande ce qui les aiderait à s'impliquer davantage, vous voyez que la formation, mieux comprendre ce que c'est que ce sujet, plus d'infos, etc., plus de liens avec le métier, arrive en premier. Et puis, moi, je trouve qu'il y a un autre point, et je conclurai là-dessus, qui est important, c'est aussi le rôle que nos managers de proximité jouent dans ce domaine. On avait demandé en 2015 aux salariés interrogés vers qui ils se tourneraient pour entendre parler de développement durable, de RSE dans leur entreprise. Et ils nous avaient dit en numéro 1 le manager, à 51%, bien avant la DIRCOM, la DG, la direction CSR, etc. Et après, du coup, cette année, on n'a pas reposé la question, mais on leur a demandé juste ce que faisait leur manager direct sur ce sujet. Et vous voyez qu'il y a quand même... d'abord, près de 50% des collaborateurs qui nous disent rien, hein, pas grand-chose. Et puis après, il y a aussi, ils se contentent de relayer le fait que l'entreprise est engagée, mais ils ne nous aident pas à traduire ce sujet dans notre quotidien. Voilà. Et avant de donner la place à nos invités, je termine sur des verbatims qui ont été recueillis lors du campus du C3D. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le C3D, c'est le club des directeurs de développement durable engagés, je crois, c'est ça, et qui regroupe à peu près une centaine de directeurs de développement durable, 130, qui étaient réunis l'année dernière pour le campus annuel. Et on a fait des tables rondes, on participait tous à des tables rondes, et quand on disait aux uns et aux autres quel est votre grand enjeu, enfin, quel est votre principal sujet, la question de l'embarquement des collaborateurs, la pédagogie autour de ces questions, le fait même d'avoir des dirigeants bien sensibilisés arrivait en thématique numéro 1. Voilà. Alors, du coup, on va enchaîner. Ce que je voudrais bien, c'est que l'un puis l'autre, vous nous disiez finalement quel était le constat de départ, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu besoin à un moment donné d'engager vos collaborateurs. On va démarrer par Joao. Tu nous diras quand on passe le film, Mathilde, tu viendras. Si tu veux, oui. Je reste assis ou... Non, je vais aller là-bas. Allez, bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de vous faire une petite introduction sur l'entreprise que Mathilde lancera, je vais juste vous parler de la petite problématique, enfin de la problématique qu'on a rencontrée en 2008, qui est suite à une demande de nos dirigeants. Les analyses ont fait paraître que ce que l'on vendait dans nos rayons phytosanitaires
étaient dangereux, posaient des problématiques de santé. Donc forcément, ça allait dans le sens de problématiques de la RSE. Et il a été donc pris la décision en 2008 de cesser la commercialisation de tout produit phytosanitaire de synthèse. Donc, problématique qui n'est pas négligeable, puisque c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une entreprise avec 60 magasins. Et à l'époque, aucune solution alternative, rien de présent sur le marché. Et donc, des équipes qui ne sont pas du tout au fait à la fois du développement durable, surtout, et qui ne sont pas formées à des solutions alternatives à tous les produits phytosanitaires de synthèse. Donc on se retrouve un petit peu avec une décision de la hiérarchie qui est prise, mais à la fois des équipes qui ne sont pas au fait, l'information qui tombe, et aucune solution au départ de repli, et rien de présent sur le marché. On a pu trouver par la suite quelques intervenants, mais je vous parlerai par la suite des solutions qu'on a pu trouver. Mais pour développer un petit peu tout ça, on va peut-être passer le film, Mathilde, si juste en... qui veut détailler un petit peu plus tout ça. On ne récolte que ce que l'on sème. Et cette aventure-là a été semée il y a bien longtemps déjà. En 1977, c'est vrai que ici. Voilà donc l'histoire de 4 amis maraîchers dans une passion commune. On voit pas le film là. On voit pas. On le voit. Et assurer ainsi leur indépendance, maîtriser leur destin. Il y a là François Boucher, Jacques et Albert Zerbe. C'est bon. Claude Blanchet. Ici, c'est Jardinerie, leur premier Magasin au cœur de leur Haute-Savoie natale. Et sur le son, non? Le son, il vient de me passer, mais... Développe le concept. Et là, c'est déjà une révolution. Parce qu'à l'époque, les jardins. Mets-le en plein écran, peut-être pour moi, si tu veux, en plein écran. 260 km. Et non, c'est super loin. Chérie, je file. Là, ça y passe. Mais il faut... Vous entendez suffisamment ou pas? Non, pas forcément. Bon. On redémarre, je vais voir si je peux. On ne récolte que ce que l'on sème. Et cette aventure-là a été semée il y a bien longtemps déjà, en 1977 pour être précis. Voilà donc l'histoire de 4 amis maraîchers liés par une passion commune, l'horticulture, désireux de créer ensemble un espace de vente et de production et assurer ainsi leur indépendance et maîtriser leur destin. Il y a là François Boucher, Jacques et Albert Verdonnet et Claude Blanchet. Ici, c'est Jardinerie, leur premier magasin au cœur de leur Haute-Savoie natale, dont l'avenir est rempli de promesses. Claude Blanchet, qui occupe le poste de président, développe le concept. Et là, c'est déjà une révolution. Parce qu'à l'époque, les jardineries, ça ne courait pas les rues. 260 km. Ouais, c'est super loin. Chérie, je file acheter le pommier. Je serai de retour mardi. Peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a peu de jardineries avec autant de choix. Gruyère orientalis, pyramidalis, aurea. Philostakis, Picetti. Eliagnus et Ligei. Impressionnant. Mais il y a encore plus fort, l'animalerie, qui depuis l'origine est présente dans les magasins. Mesdames et messieurs, les tigres du Marégal, les otaries de terre à l'élite. Non. Non, pas ce genre d'animalerie. Carassius oratus, Mesotricetus oratus, Cicatula patria. Impressionnant. Les fondateurs s'associent un temps au réseau Jardinante. Ils ouvrent alors une dizaine de magasins, essentiellement dans le quart sud-est de la France. À Médécine, à Saint-Étienne, à Saint-Priest, à Écully. Tu ne devineras jamais, tu trouves juste à côté, dis. Ouais. Au fil des saisons, l'idée prend forme dans l'esprit de Claude Blanchet. Construire de beaux magasins. Des magasins où on se sent bien. Des magasins qui durent. 1995. Botanique est née, avec de fortes convictions et une volonté de les partager au plus grand nombre. Sans oublier le plus important, être une entreprise à échelle humaine. Des magasins ouvrent encore ici et là, à Montsartou, Albertville, Avignon, Agneau, Mulhouse, Beaumont, Annecy, Montbonneau, Vitrolles. Une belle aventure. En l'an 2000, Botanique recrute son millième collaborateur. Aujourd'hui, on accueille Stéphanie parmi nous. Les équipes grandissent sans perdre de vue une idée importante. Les hommes et les femmes sont au cœur de l'entreprise. Alors Stéphanie, sois la bienvenue chez Botanique. Moi, c'est Georges. Et
relation de travail plus humaine. Bon, je te présente tout le monde. Anthony, il est là, Quentin, Maxence, Samira, Ivan, plus proche. Geoffrey, Balou, Kevin, Momo, Marie, Saïd, Camille. Tu sais, ça fait beaucoup de monde, ils sont. Mais quand on se connaît, tu verras, plus facile. Bref, une grande famille plutôt que la grande distrib. C'est aussi cette envie de faire du commerce autrement qui va créer entre Botanique et ses clients une relation unique. Un peu comme le début de l'histoire d'un jeu. Non, attendez. Là, on parle pas d'un peu de foot comme il y a au cinéma. Là, c'est pour de vrai. On se rencontre, on découvre des passions communes. Ouais, mais c'est comme si là, on s'y d'amis. On part en voyage ensemble. Oh, Emmanuel Oxydar Oxydar sauvage. Puis, on a carrément à se retrouver pour les fêtes. Un livre sur les Magnolopsida Rossidae. Merci. Ah, des bons souvenirs. Le village de Noël, comics, les fêtes du jardinage, et les ateliers potagers ou déco. Et oui, c'est un peu tout ça le club botanique. C'est aussi une époque où chez Botanique, on réfléchit à de nouveaux moyens de chauffage pour les magasins. On privilégie les éclairages basse consommation et les matériaux nobles pour le mobilier. Bref, on essaye d'harmoniser le coût. En 2002, Luc Blanchet reprend les rênes de l'entreprise familiale. Fort de ces expériences, il réaffirme l'importance du développement durable dans la stratégie de Botanique. Parce que le fond du défi à l'époque, c'est d'inventer une jardinerie responsable. Et vite. C'est bon, mon chlore et White Spirit. Attention, pas trop de White Spirit là, c'est important. Je peux te faire avec ça, les limaces, elles fichent le vent pour le coup. C'est dans ces temps bien sombres pour la nature que Botanique va faire un pari audacieux. Celui de cesser définitivement la vente des pesticides et engrais chimiques dans tous ses magasins dès 2008. C'est avant tout la volonté de l'entreprise et de ses collaborateurs. C'est beaucoup de pédagogie. Et pas mal de patience aussi. Bon, et pour mes fraises, moi je fais comment? Ah ben écoutez, il existe plein d'autres solutions que les engrais chimiques. Vous pouvez utiliser du fumier naturel sur le terrain. Fumier naturel, n'importe quoi. Jamais en France, aussi bête. Non, avec moi, hein, c'est du fumier sur mes fraises. Et ça donne pas du tout. J'ai accès à la barre des vaches. Mais petit à petit, les jardiniers, les autres d'ailleurs, commencent à prendre conscience des enjeux. Plus tard, Botanique va même organiser des opérations de reprise des pesticides polluants contre des bons d'achat du magasin. Bon, très bien, machin, ok. White Spirit, vous êtes sûr que vous utilisez ça pour le jardin? La plus grande opération de reprise de pesticides jamais organisée en France. Puis, la loi est passée par là. Et bientôt, hop, plus de pesticides chimiques. 2016 pour les collectivités et en 2022 pour les particuliers. Chez Botanique, ils font ça en 2008 quand même. Visionnaire, hein? C'est pas de la voiture. C'est encore pire. Tu vas nous le raconter. 2007, un espace marché bio. Un espace que l'on va retrouver petit à petit dans tous les magasins avec des produits frais, sains et de saison. Parce qu'après tout, il n'y a pas que les plantes qui ont le droit de manger sainement. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est bon ça aussi. Non, c'est bon ça. Non. Ah, c'est bon. Mais c'est le ficus que tu es en train de manger, Patrick. Quand on y réfléchit, ça paraît évident qu'on puisse goûter le fruit avant d'acheter la graine. Chérie, les tomates, c'est pour aujourd'hui ou pour plus tard? Enfin, beaucoup plus tard. Parce que finalement, l'objectif, c'est que les clients s'épanouissent dans leur jardin, dans leur assiette, dans leur nid, dans leur frigo, leur basket, dans leur piscine, dans leur garage. Enfin, qu'ils se sentent bien, quoi. Tu vois, Michel, il suffit juste de mettre du fumier sur tes fraises. T'as plus qu'à les regarder pousser. Tu vois, la biodiversité, eh ben c'est ça qui est important. Les abeilles, les hérissons, les coccinelles. Ah, je me sens bien, moi. Voilà, comme ça. Heureux, détendu. C'est ça l'idée, une idée toute simple. Prendre du plaisir à jardiner au naturel, de manière innovante et responsable. Faire du bien à son jardin pour se faire du bien à soi-même. Aujourd'hui, Botanique, c'est environ 20 millions d'arbres plantés et 65 magasins implantés. Plus de 2000 collaborateurs passionnés d'arbres, de fleurs, d'animaux, de fruits et de légumes et au service du bien-être. C'est aussi un engagement auprès d'associations militantes, parce qu'il nous semble essentiel de prendre soin de notre avenir, de lutter pour la biodiversité et d'imaginer des formes de commerce plus responsables, plus en accord avec l'environnement. De faire preuve de bon sens, parce que finalement, c'est ça être jardinier. Une activité simple, honnête, en harmonie avec la nature et avec soi-même.
Alors, quel était le défi? Donc le défi, vous l'avez bien vu, aujourd'hui ce film il vous semble un peu normal et peut-être d'actualité, mais il faut se rappeler qu'on est en 2008 quand la décision est prise, et c'est bien ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette décision-là elle a été prise en 2008 et depuis du chemin, comme vous pouvez le voir, a été fait. C'est ce que je vais vous raconter un petit peu plus tard après la présentation d'André. Donc le défi il était là, c'était du jour au lendemain, en tout cas avec un petit peu de délai, d'arrêter totalement les produits phytosanitaires de synthèse, c'est-à-dire un des produits phares dont vous connaissez le nom, que je ne citerai pas là pour ménager un petit peu les sensibilités, qu'on a arrêté, malgré le fait qu'une ministre de l'écologie l'année dernière ait été l'enlever de certains rayons de jardinerie. Nous, on l'avait enlevé depuis 10 ans déjà. Donc voilà, c'est juste un petit peu notre défi. Ok, merci beaucoup. Du coup, André, tu nous parles de Pernod Ricard. Je te laisse. Bonjour, je suis désolé, vous allez avoir des slides en français, en anglais, tout ça mélangé, mais bon, ce qui est important, c'est le sens qu'on y met derrière. Alors, le thème que je vous propose, c'est 18 500 collaborateurs de Pernod Ricard, ambassadeurs de la politique RSE de Pernod Ricard, pour vivre mieux ensemble. Donc, c'est ce que je vais vous présenter, et je vais arriver à la fin de cette première présentation à une problématique qui s'est posée pour moi, en tant que directeur de la responsabilité sociétale de Pernod Ricard. Et je vous dirai évidemment après comment on y a répondu, en espérant qu'entre-temps, vous aurez eu plein d'idées qui pourront enrichir nos actions. Alors, la politique RSE de Pernod Ricard tourne autour de 4 axes principaux. Au centre, vous voyez les hommes de Pernod Ricard, les collaborateurs. Là, avec 2 points importants dans cette partie-là, c'est tout ce que Pernod Ricard fait pour un bonheur au travail pour l'ensemble de ses salariés, et aussi tout ce que les collaborateurs doivent faire pour devenir les ambassadeurs de la politique RSE de Pernod Ricard. Donc ça, c'est au centre, et on se dit, et pourquoi on dit ça? C'est que nous sommes persuadés chez Pernod Ricard qu'il n'y a pas de politique de RSE avec succès si la totalité des collaborateurs de l'entreprise ne sont pas engagés derrière cette politique RSE. Donc, quand vous voyez l'étude qui a été présentée par Agnès, vous allez voir quelques statistiques un peu différentes pour Pernod Ricard, mais qui montrent bien la problématique que ça peut poser. Le deuxième axe, c'est évidemment la consommation responsable de nos produits. Lorsqu'on fait le dialogue, ce fameux dialogue avec les parties prenantes et qu'on les questionne, quels sont les grands enjeux pour l'entreprise qui produit des boissons alcoolisées, elles disent en premier lieu la consommation responsable de vos produits. Donc c'est pour nous une des priorités. Le troisième axe, c'est évidemment pour protéger notre planète. Pourquoi? Tous nos produits sont d'origine agricole, 100% agricole. Et donc si un jour il y a un problème avec la planète pour tout simplement cultiver nos ressources qui vont nous permettre de fabriquer nos merveilleux produits, notre business s'arrêtera. Donc c'est un enjeu fondamental pour Pernod Ricard. Les terroirs, et derrière ces terroirs, c'est de la terre, c'est de l'eau, et sont évidemment de l'agriculture. Et le dernier point, c'est qu'on considère chez Pernod Ricard qu'on ne travaille pas tout seul dans nos usines, mais qu'il y a un grand nombre de partenaires, donc toutes les communautés locales dans lesquelles notre activité a un impact, nos fournisseurs, nos distributeurs, tout ça c'est un ensemble qui doit travailler ensemble justement pour atteindre nos objectifs de développement durable, et c'est pourquoi on considère que c'est une de nos priorités. Donc j'appuie sur une flèche, je suppose. Voilà. Alors de nombreuses entreprises ont tendance à dire c'est dans l'ADN de l'entreprise. Bon, nous, je ne sais pas si c'est dans l'ADN de l'entreprise, mais en tout cas, on a des origines très anciennes sur des actions mises en œuvre par nos fondateurs, avant même que le groupe Pernod Ricard existe. Je pense notamment à l'Institut océanographique de Paul Ricard, dont le siège est sur l'île des Ambiers, donc pas loin d'ici, qui a été mis en œuvre par Paul Ricard en 1966. Je vous rappelle que le Ricard a été inventé en 1932, et à cette époque-là, on ne parlait pas de développement durable. Et pourtant, Paul Ricard s'est dit il faut faire quelque chose pour sauver la Méditerranée, parce qu'elle était archi-polluée, et il a mis en place cet institut avec cette vocation-là. Donc c'est très ancien. Parallèlement à ça, en 1971, on a mis en place sur le sujet de la consommation responsable un institut de recherche
financé par les producteurs, certes, mais c'est le seul qui existait en la matière et qui a travaillé sur tous les aspects de la consommation d'alcool, quels impacts ça pouvait avoir. Et donc, c'est aussi très ancien. Et progressivement, on a mis en place un certain nombre de mesures. Et je termine par la dernière, qui est pour moi un phénomène extrêmement important. On a beaucoup parlé de la COP21 en 2015 en France, un succès à Paris. Mais parallèlement à ça, il y a eu un événement encore plus important que la COP21. C'est la signature de l'ensemble des pays de l'ONU pour les objectifs du développement durable, les fameux SDG en anglais, Sustainable Development Goals. Et Pernod Ricard a été une des premières entreprises internationales à s'engager derrière ces objectifs de développement durable. Et donc je pense que c'est aussi un point important à montrer sur notre politique. Agnès, tu me dis si je vais trop lentement. Alors tout ça, on l'a fait comment ? Ça a été un travail qui a été commencé au niveau de cette politique mondiale. Auparavant, on n'avait pas de politique mondiale. Chaque filiale, dans son cercle, faisait son activité de responsabilité sociétale. Mais les marchés, les filiales nous ont demandé d'avoir une politique mondiale. Donc on a mis en place en 2010 une politique mondiale qu'on a intégrée sous ce qu'on appelle une gouvernance de notre politique RSE, qui a commencé d'abord par le conseil d'administration. Donc c'est très important. Il y a un comité qui s'appelle le comité de la gouvernance, de la dénomination et de la RSE qui intègre tous ces sujets-là. Je fais une présentation à ce comité tous les ans et ce comité en parle au comité stratégique du groupe, à l'ensemble du conseil d'administration du groupe. La RSE dépend du directeur des ressources humaines. On a 5 directeurs généraux adjoints dans le groupe Pernod Ricard. Un est le directeur des ressources humaines, en charge des ressources humaines et de la RSE. Pourquoi ? Je crois que c'est bien le thème d'aujourd'hui. C'est parce que ça touche les hommes, qu'il y a une politique de changement de mentalité et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pense que sans les hommes, on n'y arrivera pas. Donc je trouve qu'il y a une logique là-dedans. On a mis en place une direction de responsabilité au siège que j'ai mis en place, moi, il y a 8 ans, 9 ans maintenant, et qui perdure, qui est une petite équipe de 5 personnes, mais en tout cas qui est assez efficace parce que chez Pernod Ricard, on s'appuie sur un réseau qu'on appelle des RSE leaders qu'on a formés. Il y en a un par filiale et chacun de ces personnes ont la mission de déployer cette politique dans chacune des filiales. Et on a bien sûr donc ce réseau dans 87 pays. Alors tout ça, c'est pas suffisant si ça s'arrête à ce qu'on découvre dans beaucoup d'entreprises où finalement la RSE qui est rentrée souvent par la qualité, la sécurité et l'environnement est restée cloisonnée dans un silo, alors même que ça concerne tout le monde. Donc tout ça ne fonctionne que si on mobilise tous les collaborateurs. Donc on a fait une formation en cascade avec d'abord du siège, on a formé les 87 RSE leaders. Chaque RSE leader ont formé 2000 managers au niveau mondial et chaque manager a eu une séance de 2 heures pour expliquer avec chacun de ses collaborateurs en équipe pour expliquer quelle était la politique RSE de Pernod Ricard. Donc les 18 500 collaborateurs du groupe ont été personnellement impliqués dans une réunion physique sur la politique RSE de Pernod Ricard et les managers dont on parlait tout à l'heure sur la difficulté ont été extrêmement surpris de voir finalement l'intérêt du sujet pour leurs équipes dont ils n'avaient pas conscience. Et on a inventé quelque chose qui était, je pense, à l'époque totalement nouveau. On a inventé la journée de la responsabilité. Alors, qu'est cette journée de la responsabilité ? C'est une journée où tous les collaborateurs du groupe Pernod Ricard s'arrêtent de travailler, on ferme les usines et on décide d'aller consacrer une journée pour un sujet de responsabilité. Et pendant les 5 premières années, on a mobilisé l'ensemble de nos collaborateurs autour de la consommation responsable de nos marques en les formant et en leur demandant de s'engager. Et chaque année, ils avaient un engagement spécifique à faire, soit de s'engager pour pas d'alcool au volant, soit de s'engager pour expliquer les dangers de l'alcool pour les jeunes, etc., etc. Et cette journée a eu énormément de succès, puisqu'en fait, tous les ans, 97% des collaborateurs demandent à ce qu'elle soit renouvelée l'année d'après. Donc on a une évaluation tous les ans sur ce thème. Donc je pense être une bonne réussite de cette politique RSE. Et on peut remercier Agnès qui, avec son équipe, nous ont aidés à l'époque à lancer ce grand moment chez Pernod Ricard. C'est d'ailleurs
à noter en plus, c'est le seul événement mondial qui regroupe les 18 500 collaborateurs de Pernod Ricard. Il n'y en a pas d'autres, et c'est autour d'un thème de responsabilité. C'est le seul événement qui regroupe tous les collaborateurs de Pernod Ricard autour d'un même thème, et c'est sur un thème de responsabilité, ce qui montre l'engagement aussi de notre direction derrière ça. Alors, quel est le bilan, avant de vous poser quelques problématiques? Le bilan, il est positif, dans le sens où aujourd'hui, 90% des collaborateurs considèrent que l'entreprise est responsable. Bon, ça, c'est une enquête qu'on fait tous les 2 ans, une enquête d'opinion des collaborateurs. Il y a 90% des collaborateurs qui répondent à cette enquête. Donc, on a une statistique extrêmement solide en la matière. Il y a 83% qui déclarent connaître le modèle RSE du groupe. On a vu tout à l'heure avec les statistiques d'Agnès que la moyenne en France est très inférieure à ça. Et on a 85% des collaborateurs qui disent être encouragés dans leur département à agir de manière responsable. Alors tout ça, c'est fantastique, mais moi je regarde toujours finalement les petits grains de sable qui pourraient me laisser penser qu'on pourrait faire mieux. 69% des collaborateurs disent ne pas en savoir assez sur les initiatives que nous réalisons dans les autres domaines que la consommation responsable. Et il y en a beaucoup trop de collaborateurs qui identifie la RSE chez Pernod Ricard uniquement comme étant un sujet centré sur la seule consommation, le sujet de la consommation responsable de nos marques, et qui oublie les autres. Tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est environnement, tout ce qui est le lien avec nos communautés. Donc là, on se retrouve en 2005 et en 2015, pardon, et on se dit, finalement, on a un certain nombre d'enjeux auxquels on aimerait bien répondre. Alors, comment fait-on pour que la RSE chez Pernod Ricard n'ait pas que la consommation responsable? Comment fait-on pour que 100% des collaborateurs soient convaincus que la RSE fait partie intégrante de leur activité quotidienne et non pas une journée par an, tout le temps, chacun dans son métier? Comment fait-on pour que les collaborateurs soient encore plus fiers de travailler chez Pernod Ricard grâce à cette politique de responsabilité? Et comment fait-on pour que cette politique de responsabilité soit plus visible dans le quotidien des collaborateurs, mais aussi en externe, pour que ça se sache? Voilà les problématiques auxquelles je m'étais confronté il y a 2 ans. Alors du coup, là, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que vous puissiez prendre un petit quart d'heure, une petite dizaine de minutes pour échanger sur ces sujets. Donc, premier défi, c'est comment faire quand en 2008, on vire les pesticides de nos magasins et qu'on a... Il y a combien de collaborateurs 2000 à l'époque. 2000 collaborateurs un peu moins. qui se disent, voilà, bon, on est sollicité sur ces produits-là toute la journée par nos clients, et il n'y a pas de produit de substitution. Et puis, deuxième défi posé par André, autour de ces questions-là, qu'on va laisser afficher à l'écran. Et du coup, on vous propose d'échanger, alors soit vous mettez par petites graphes, je suis désolée parce que c'est pas très confortable parce que vous êtes en ligne, mais je vous laisse vous organiser comme vous pouvez et essayer de trouver quelques solutions. Et du coup, ensuite, on échangera, on prend vos bonnes idées, on en débat. Ça vous va? Et on se donne une dizaine de minutes, 10-12 minutes. Ça va? Forcément tout en interne, vous externalisez tout ça. Le travail
C'est juste vous qui me dirigez un petit peu. C'est énorme, comme diraient mes enfants. Bon. Pardon ? Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne parce qu'il ne nous reste plus que 50 minutes. Pardon de vous arrêter, mais vous pourrez peut-être poursuivre après. Bah ouais, ou alors on s'en va et on vous laisse papoter. On enregistre. Ah oui, on enregistre, mince. Bon. Alors, qui souhaiterait poser quelques questions ou proposer quelques idées maintenant, on a un micro, voilà. Nous, on s'est penché sur le cadre botanique en toute modestie. On s'est dit, voilà, on retire tous les produits phytosanitaires à un moment où ces produits-là représentent une grosse part du chiffre d'affaires. On retire également tout un pan de la connaissance des collaborateurs et du coup, comment le compenser ? Notre idée était double, était à la fois de faire baisser la pression sur les collaborateurs en leur proposant un pack pédagogique sur des formations en présentiel, mais pas que, aussi sur un centre de ressources avec des fiches techniques et également une hotline au national pour pouvoir compléter et répondre à des questions qui pourraient être posées sur les clients sur la question des nouveaux enjeux d'agriculture, jardinage durable. Et de l'autre côté, faire baisser également la pression qui pourrait venir des clients en proposant aux clients d'avoir aussi un espace pédagogique, pourquoi pas avec un jardin pédagogique sur site à côté du magasin, ou comme Ikea a sa piscine à balles, là plus intelligemment, on pourrait, papy, mamie, maman, papa, déposer les enfants avec des collaborateurs assermentés sur le jardin pédagogique et travailler la transition écologique à travers le regard des enfants. Et je crois qu'on a fait un peu le tour. Du côté faire baisser la pression sur les collaborateurs, on avait imaginé que plutôt que de leur fournir des solutions et des réponses toutes faites, leur demander de les trouver, ces réponses-là, et de sélectionner ensuite ensemble des réponses qui paraissent satisfaisantes et appropriables par tout le monde. Merci beaucoup, super. Autre idée. Bravo. Bravo. Ça s'enregistre. Donc, autre idée, soit botanique, soit... Oui, monsieur ? Ouais. Bonjour. On a travaillé sur botanique également, désolé pour Bernard Ricard. On s'est dit que botanique avait des salariés qui étaient des passionnés et qu'il fallait rechercher en interne des gens qui avaient des compétences sur des méthodes alternatives.
et de créer des centres de réflexion et des cercles de formation autour de ces personnes, et ainsi diffuser un savoir différent. D'accord. Donc mettre les propres salariés à contribution, puisque internes, on a certainement dans nos rangs des personnes qui ont déjà cette fibre-là. Ouais. Super, merci beaucoup. Qui veut rebondir? Bonjour. On a pris en fait les deux sociétés en même temps, puisqu'on est parti du principe qu'elles vendaient des produits plus ou moins intéressants pour la santé, et que par rapport à ces produits, il y avait des clients, et qu'on ne peut pas se séparer du client, à mon avis, dans ces démarches-là. La question, on l'a vu peut-être plus chez Botanique que chez Pernod, c'est par rapport à la politique vis-à-vis de ses clients, c'est quoi l'impact, c'est quoi le marketing, et qu'est-ce qu'on donne à voir aux salariés de l'entreprise par rapport à ses clients. Je pense qu'on ne peut pas arriver à dissocier les salariés du produit et des clients, que ce soit chez Botanique ou chez Pernod. Voilà. Ok, merci beaucoup. Une autre réaction? Bonjour. Non, juste une remarque. Est-ce qu'il est nécessaire de tout internaliser ou avec la RSE comme ça, de faire ce qu'on appelle nous des team building solidaires, comme on a vu pour Pernod Ricard? Est-ce qu'il n'est pas plus sage d'externaliser à des organismes qui ont plein de partenariats avec des associations, que ce soit au niveau local ou international? Donc la question est la possibilité d'externaliser ce genre de choses à d'autres organismes. C'est-à-dire d'externaliser complètement ou d'associer les salariés avec d'autres organismes, des ONG, des assos, etc. Voilà, d'associer en fait nous-mêmes, par exemple, on organise pour d'autres entreprises différents types de team building solidaires sur différentes thématiques. Ça peut être des choses liées à l'environnement, à du communautaire, etc. Et donc, nous, par exemple, on a plein de partenariats avec des associations. C'est pas forcément nécessaire que l'entreprise elle-même tisse son réseau d'associations quand il y a d'autres organismes qui peuvent le faire et qui seront peut-être plus efficaces. D'accord, je comprends. D'ailleurs, c'est peut-être ce que vous faites en partie, d'ailleurs, mais bon. Oui, nous, pour le coup. Autre réaction? Non? Oui, madame, oui? Moi, je voulais savoir si, dans les entretiens d'évaluation, il y a des questions au niveau de la RSE, c'est-à-dire, ce matin, on a vu que très souvent, entre le sommet et la base, le sommet a plein de bonnes idées, mais la base manque d'opérationnalité. Et on racontait qu'on réglait ses fournisseurs à 6 mois quand on disait on va faire de la mise en commun. La question, est-ce que la RSE fait partie des objectifs et des entretiens d'évaluation qui permettent du coup de savoir si c'est rentré dans les mœurs. D'ailleurs, merci beaucoup pour cette question. On peut d'ailleurs l'élargir. On peut se dire, est-ce que c'est un critère de recrutement? Est-ce que c'est un critère d'évaluation annuelle? Est-ce que c'est un critère de rémunération ou de part variable? Est-ce que c'est intégré dans les référentiels de management, etc., etc., etc. Voilà. Ok. Bon. Du coup, oui, allez-y, bien sûr. Marc, nous avons travaillé ensemble avec la dernière personne qui est intervenue. Il nous est venu une idée en émergence qui était celle d'un jeu de cartes, un jeu des 7 familles, avec les 7 familles étant 7 piliers d'appui de la démarche RSE, qui peut être distribué tant en interne qu'en externe, et décliné autour des 6 membres de la famille, qui sont les 6 points centraux de ces thématiques-là. Ok, super. D'ailleurs, il y a un certain nombre de jeux qui ont été créés autour de la RSE. Enfin, je pense que si vous regardez sur Internet, vous pouvez en trouver. Mais je crois qu'il y a un cabinet de conseil dans la région, BioViva, qui a développé un certain nombre de jeux, dont des jeux de cartes. D'ailleurs, il y a peut-être déjà un peu l'équivalent si vous jetez un œil. Oui, oui. Nous, on a travaillé davantage sur la méthode. On est parti effectivement du fait que le vendeur était en fait un conseiller, que c'était central et qu'il y avait besoin de beaucoup de pédagogie. On est parti sur l'idée de faire des pilotes pour pas généraliser la méthode dès le départ, mais de voir comment ça réagissait et de former des formateurs qui ensuite également pouvaient, tout en investissant ce qui était effectivement
intéressés par le sujet. D'ailleurs, je ne sais pas si tu nous diras si vous avez fonctionné comme ça ou si vous avez d'emblée de mobiliser vos 65 magasins. Ok, merci beaucoup. Du coup, ce qu'on se propose de faire là, c'est que, Jouan, tu nous racontes la manière dont vous vous y êtes pris, où vous en êtes aujourd'hui, puis après, André fera de même. Tout à fait. Et je donnerai peut-être même les pistes à venir aussi pour la suite. Pardon, j'ai écrasé ton sac. Donc effectivement, comme vous l'avez bien soulevé, la première démarche et la première clé d'entrée pour résoudre cette problématique, c'était bien évidemment nos équipes. Parce que nos équipes, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, du jour au lendemain, on a rendu leur connaissance pas désuète, mais plus utile dans nos magasins, puisqu'il n'y avait plus le produit nécessaire, en tout cas le produit auquel ils avaient été formés. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'à l'époque, on parlait... C'était des personnes qui étaient formées à l'utilisation de ces produits-là. Ils avaient, depuis tout leur début de carrière, ils avaient travaillé avec ces produits-là et qui se sont retrouvés face à la problématique de, tout simplement, ne plus avoir le produit qu'ils avaient l'habitude de conseiller depuis 10, 5, 15, 10, 20 ans. Et donc, on a dû former nos équipes. On a fait appel pour ça à des parties prenantes, à des prestataires externes qui sont des ONG avec Terre Vivante, dans lesquels on a envoyé nos collaborateurs se faire former aux solutions alternatives au jardinage. Plutôt aux solutions naturelles de jardinage. Est-ce que, comme l'évoquait monsieur ici, vous vous êtes aussi appuyé sur les collaborateurs qui avaient déjà cette connaissance ? Alors, dans un premier temps, malheureusement, je dois avouer qu'en 2008, la tradition, elle était quand même assez ancrée, même s'il y avait une sensibilité plutôt de l'enseigne, parce que depuis sa création en 1977, le président créateur de l'entreprise avait vraiment la conviction qu'il fallait aller vers le naturel. Donc je rejoins ce que disait André, il y avait cet ADN de l'entreprise qui était de changer le marché du jardin, qui était un marché stagnant, il faut le rappeler, un marché qui est plutôt stable, et de le faire basculer vers des solutions naturelles. Donc on n'avait malheureusement pas encore à l'époque de compétences vraiment techniques, même dans nos achats, et on n'avait pas non plus de compétences techniques chez les fournisseurs. Et c'est bien ça aussi le double problème, parce que c'est bien beau de former des collaborateurs, mais si vous n'avez pas la solution à leur apporter d'un point de vue produit, c'est compliqué de pouvoir être cohérent. Donc on a pu aussi accompagner, et on a accompagné 2 fournisseurs, un premier qui malheureusement pas nous a quittés, mais a fait faillite depuis, mais un deuxième qui a pris les devants sur le marché, et dont un qui est de la région, qui est Solabiol, qui est SBM, qui s'est fortement impliqué sur le développement de produits pour le jardinage naturel, qui sont des produits bien évidemment sans molécules de synthèse et qui sont tous compatibles en agriculture bio. Donc ça a été 2 pavés. Le premier, impliquer le collaborateur en leur expliquant le sens, mais le sens, quand on est, comme on le dit, citoyen, il vient vite. C'est plus simple de parler de la terre qui est devant chez nous que peut-être des forêts qui se trouvent à l'autre côté, à l'autre bout du monde. Donc c'est vrai que le sens chez nous a plutôt été très vite perçu, et on a du coup récolté très rapidement un peu un sentiment de sacerdoce de nos équipes. Après avoir été en formation chez Terre Vivante, ils sont revenus un petit peu comme des pèlerins avec leur baluchon dans nos magasins, et ils sont sentis... ils étaient convaincus d'une, et de 2, ils ont eu envie de venir prêcher la bonne parole. Voilà un petit peu ce qui s'est passé naturellement. Moi, je suis rentré dans l'enseigne depuis... je suis rentré en 2013 dans l'entreprise. Je peux vous garantir que je n'ai jamais entendu depuis 2013 un discours qui aille à l'encontre de cette stratégie-là. Donc ça, c'est la première chose. Après, dans la continuité de ce qu'on a enclenché à cette période-là, bien évidemment, quand vous commencez, j'ai échangé avec un groupe tout à l'heure, quand vous commencez à ouvrir la boîte de Pandore de la RSE sur un produit comme celui-là, qui est les produits chimiques, produits de synthèse, forcément, très rapidement, vous venez buter sur des choses, sur des pratiques qui sont internes, qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, voire qui sont mauvaises. On a dû, bien évidemment, aider nos fournisseurs, aussi bien fournisseurs de produits, mais ça j'en ai déjà parlé, mais fournisseurs de plantes. Parce que forcément, quand vous êtes dans une jardinerie, vous vendez d'un côté plus de produits de synthèse, par contre vous avez des producteurs ou agriculteurs qui continuent à en pulvériser sur les produits que vous vendez. Donc on s'est engagé dans l'accompagnement de tout ce qui est labels. Alors je vais vous parler de labels que vous ne connaîtrez peut-être pas, MPS, Plantes Bleues, qui sont des labels soit internationaux, soit français, de gestion durable et de production éco-responsable. Aider aussi
nos fournisseurs dans la formation aux auxiliaires, qui sont des insectes en fait, qui vont venir travailler à la place des produits. Donc ça, c'est sur l'offre de plantes. On a également accompagné tous nos producteurs de potagers. Aujourd'hui, notre offre est à 95% en bio sur les plants que l'on vend. On ne vend que du potager bio. On vend très peu de potager conventionnel. Bien évidemment, on a continué sur ce projet qui a découlé de ce constat, qui était un projet VA qui s'appelait Vivre Autrement, d'où derrière l'ouverture des marchés bio. Si on va dans le sens des historiques, on va dire peut-être dans ce sens-là, mais bon, de toute façon, tout est relié. Donc là, vous voyez un petit peu toute la systémique de la RSE chez Botanique. Donc les marchés bio arrivent dans nos magasins, donc on commence à implanter des marchés bio. Donc on se dit, forcément, on va devoir aller de la graine à l'assiette en bio. Puisque à un moment, on ne peut pas avoir une promesse de fruits et légumes bio et continuer à offrir de la semence, du plan traditionnel. Donc forcément, il a fallu encore une fois accompagner les fournisseurs dans la production, en graines, en plantes et en arbres bio. Ceci étant, du coup, on a, pour faire encore plus adhérer, parce que l'idée, encore une fois, de cette intervention, c'est de vous montrer comment faire en sorte que nos collaborateurs soient des ambassadeurs. Donc il y a effectivement ces premières formations. On a déclenché, du coup, on a créé des MDD. À partir du moment où il y a un vrai apport, une vraie différenciation sur le marché, c'est de la MDD botanique, que ce soit sur nos terreaux, sur nos engrais et sur les produits de graines. Forcément, derrière, on peut créer de l'animation avec des challenges internes et des choses comme ça qui permettent d'amener une animation et aussi un retour économique envers les équipes. Mais encore une fois, l'adhésion totale de nos équipes a généré par des graines d'idées, parce que chez Botanique, vous avez des ateliers de graines d'idées. En fait, c'est en gros, on demande à nos collaborateurs de remonter des idées d'innovation, d'une part, pour le fonctionnement, et d'autres, de produits à proposer à l'enseigne. Et vous faites ça quoi, 2 fois par an, c'est ça? C'est fait une fois par an. Il y a des jurys qui se réunissent. En fait, il y a une présélection. En fait, tous les collaborateurs ont le droit d'y participer. Ils envoient un mail au jury. Ils font une proposition et détaillent un petit peu leur idée. Et l'idée qui a gagné le challenge il y a 3 ans, c'est la récolte des pesticides. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée. C'est même plus la direction qui choisit. Ce sont les collaborateurs qui nous disent il faut aller plus loin. Maintenant, il faut qu'on arrête. Et on a arrêté de les vendre. Maintenant, on va les récupérer. Donc à cet automne, on a récupéré 6 tonnes de pesticides dans l'ensemble des magasins botaniques qu'on a détruits derrière, qui ont été retraités. Et tout ça, vous récupérez les pesticides qui sont vendus par vos confrères? C'est ça. Ouais. Super. Enfin, ou alors qui ont été vendus il y a très très longtemps, parce que je peux vous garantir qu'on a des fois récupéré des trucs qui étaient interdits de vente depuis quelques années, qui traînent, vous savez, le fameux cabanon au fond du jardin. Vous le voyez tous, où il y a tous un parent dans la famille qui l'a, celui-là. Hein, je les ai. Ouais. Je ne veux pas savoir. Et donc ça a été l'étape d'après, en tout cas l'étape suivante, après toute cette mise en phosphorescence de nos équipes. Et autre idée aussi sur l'animalerie, oui, qui a émergé des équipes. Donc en fait, du coup, cette année, on a également arrêté, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'émergence d'idées se fait en ouvrant à chaque fois des portes. Dès qu'on décloisonne, là, on a résolu un problème RSE. En animalerie, on avait encore des produits de synthèse, des produits chimiques, des insecticides pour les animaux. Donc on avait arrêté les insecticides d'un côté. Mais du coup, cette année, on a arrêté également les insecticides en animalerie. Donc maintenant, vous allez mettre des huiles essentielles sur vos animaux pour lutter contre les puces, les tiques et autres. Voilà. On a également développé en même temps un projet de naturopathie, de conseil en naturopathie dans nos marchés bio. Et comme on parle de RSE, si on parle de RSE, on parlait tout à l'heure de symétrie des attentions. C'est bien beau de vouloir prôner... Vous voyez ce que c'est que la symétrie des attentions? L'idée, c'est qu'on fait vraiment attention à nos clients, mais comment on fait attention aussi à nos collaborateurs? C'est-à-dire qu'on propose à nos clients des produits de naturopathie, mais comment on fait en sorte que nos collaborateurs soient aussi bien soignés, s'alimentent bien? Après, on a la chance d'avoir une DRH qui est naturopathe. Donc forcément, ça aide beaucoup dans les démarches de mise en place de salles de ressourcement dans l'enseigne. Proposition... Raconte un peu ça, les salles de ressourcement. Voilà, donc on a des salles de ressourcement dans nos magasins, dans 100% de nos magasins qui ont été déployés, avec la possibilité, grâce à une application qui s'appelle Someo, je ne vais pas faire de pub, mais qui permet de faire des micro-siestes de ressourcement. On a également fait appel à la Fédération française de massage AMA, qui j'ai vu représentée sur les stands là-bas. Donc nous, on a déjà depuis 3 ans déployé des massages assis. La symétrie d'attention, c'est forcément avoir des collaborateurs bien dans sa peau,
À un moment, vous allez avoir par conséquence une relation client avec des clients qui vont être bien reçus, qui vont être attentionnés envers des collaborateurs qui vont être bien reçus, qui vont bien recevoir les clients, on va y arriver, et qui vont forcément avoir un retour de l'investissement personnel et de la qualité de leur accueil et de la qualité de leur conseil. C'est ce que l'on voit ressortir dans nos baromètres clients. Aujourd'hui, c'est vraiment la qualité de nos conseils et l'ambiance générale qui règne dans nos magasins. Et tout ça, c'est bien ce travail de fond qui a été développé et déclenché il y a quelques années maintenant. On parlait tout à l'heure de pédagogie envers les enfants. Ça me permet de rebondir sur la semaine du jardinage aux écoles à laquelle on participe chaque année, sur laquelle on peut bien évidemment continuer à accompagner et semer la graine, on va dire, parce qu'on va utiliser quelques métaphores de jardinage, semer la graine du jardinage au naturel auprès des enfants, auprès des petites têtes blondes. En fait, moi, ce qui m'a marqué aussi quand on a préparé ensemble, c'est que tu disais qu'en arrivant dans cette entreprise, tu as été bluffé par la grande cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, ça a pu se faire aussi parce qu'il y avait au niveau du siège, au niveau de la direction générale évidemment, mais aussi au niveau du siège, des mesures qui étaient prises pour qu'il y ait un alignement entre les process, les politiques, les décisions, les achats, etc. Et après, sur le volet environnemental, vous faites aussi des choses. Parce que André une des questions que posait André, c'est comment faire en sorte qu'un sujet n'occulte pas les autres. Mais en fait, je dirais même que ça, c'est pas un sujet RSE chez nous. C'est ça qui est marrant. C'est pour nous, ça a été un sujet de responsabilité tout court. Ça n'a pas été un sujet de responsabilité environnementale parce que il est sorti en 2008. Ce sujet-là, on l'a traité. Aujourd'hui, il est acquis chez nous. Le projet RSE, il est sorti de l'entreprise il y a 3 ans. Donc c'est l'échange qu'on avait tout à l'heure. C'est que c'est même pas aujourd'hui traité. Si on parle de RSE auprès de nos collaborateurs, je pense que le retrait des pesticides, ils en parleront même pas parce que pour eux, c'est quelque chose qui est acquis, qui est tellement ancré dans leur quotidien, qu'il n'y a même plus de discussion, c'est même plus un sujet. Les RSE, c'est juste un sujet de notre ADN. Donc effectivement, après, il y a tous les sujets de traitement des déchets, de tri des déchets, d'économie des ressources qui sont traités, mais aussi quand on parlait tout à l'heure de relations avec les fournisseurs, on est une enseigne de distribution, mais une enseigne familiale. On aide des fournisseurs français, en local, on accompagne des petits potiers de moustiers qui viennent sur nos salons présenter leur offre. Voilà, tout ça, c'est effectivement une démarche globale et cohérente qui est faite. D'accord. Alors, par contre, avant de passer la parole à André, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Voilà. Non, mais est-ce que tu pourrais nous donner ? Mais c'est que personne ne le sait. C'est qu'il y a que nous, il y a 2500 personnes en France qui le savent, et la famille des 2500 personnes. Ouais, à peu près. C'est le vrai gros virage. On a publié dans Le Monde en octobre un article où on mettait botanique hors la loi. Et oui, effectivement, botanique hors la loi, puisque depuis janvier 2017, les produits chimiques de synthèse sont sous vitrine dans les jardineries. Et nous, on n'a pas de vitrine, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir de vitrine, puisqu'on n'a pas de produits chimiques. Donc on était hors la loi déjà depuis 2008. Donc, vous voyez, c'était un petit peu ça le clin d'œil, c'est qu'on est enfin en train d'en parler, enfin en train de venir présenter ce qu'on a fait, parce que le gros problème c'est pas un problème, tant mieux si on crée des vocations, mais effectivement, quand on a ce genre d'action, c'est bien un moment de montrer qu'on a été les précurseurs, et aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui vont là-dessus, donc c'est très bien, c'est qu'à un moment, on a été dans la bonne direction. Et tu me disais en fait qu'il y a eu beaucoup de frustration en interne quand Ségolène Royal est allée... Ah, je voulais pas le dire, mais bon, maintenant, si tu veux... Elle est allée chez Jardiland retirer du Roundup. Et en fait, du coup, les chargés de com et tout ça, sont un peu énervés. Et donc, Ségolène, pour soutenir la loi Labbé, je ne sais pas si vous êtes au courant, la loi Labbé, sénateur Labbé, qui a présenté une loi sur le retrait des pesticides, Ségolène Royal, Madame la Ministre, est allée gentiment dans un Jardiland retirer du rayon des bidons de Roundup. Elle ne pouvait pas venir chez vous puisqu'il n'y en avait pas. Elle ne pouvait pas venir chez nous parce qu'il n'y en avait plus. Et donc, nos chargés de com se sont insurgés. Ils nous ont dit, mais il n'y avait rien à faire chez vous, c'est déjà fait. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Donc c'est vrai que ça a été assez frustrant. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Merci beaucoup. Alors, des questions, oui, pardon. Oui, on allait avoir une réponse sur les désherbants. Sur les désherbants, acide pélargonique, c'est un extrait naturel de chrysanthème. Chrysanthème, d'accord. Et madame, vous aviez une question ? Je voulais poser une question sur les nouvelles normes bio qui vont arriver, là, qui vont complètement encore changer la donne avec des pesticides qui vont être tolérés. Et qu'en est-il de votre politique à ce sujet ? Alors nous, notre politique à ce sujet, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, on a retiré complètement tout ce qui est produit de synthèse. Donc ça s'arrête là, en fait. C'est-à-dire que après... Oui, les normes bio vont évoluer. Nous, on se met de toute façon au pli en permanence. On est en permanence en train de se remettre
au pas des nouvelles normes. Donc de toute façon, après, si on doit parler d'alimentation bio, par exemple, dans nos magasins, la consigne est simple. Le but, c'est d'aller vers du bio français et pas forcément du bio européen, pas forcément du bio hors France, parce qu'on sait que les normes françaises sont plus contraignantes que les normes européennes. Donc forcément, on est très vigilant là-dessus. Et on ne fait pas de produits hors saison dans nos marchés bio. Le but, c'est pas d'avoir de la tomate au mois de décembre, parce que tout le monde sait que la tomate, ça pousse pas au mois de décembre. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en Espagne, oui, ça pousse au mois de décembre. D'accord. Voilà un petit peu de réponse. Mais forcément, on est très sensible. Merci beaucoup. Je propose qu'on demande maintenant à André de nous raconter comment il s'y est pris pour répondre à ces 4 questions. Mathilde. Eh bien, finalement, tu as utilisé un beau mot, c'est donner du sens. Donc, on va essayer de voir comment on a pu donner du sens pour que l'ensemble des collaborateurs se sentent concernés par le sujet. Et en fait, on a eu des opportunités qu'on a essayé de saisir pour ça. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de choses qui sont des documents de travail internes. Et je ne souhaiterais pas que ça soit diffusé en externe. Voilà. Du coup, on fait comment pour le film, non? Donc, il y a une seule slide que je ne veux pas voir en externe, mais... Voilà. Ouais. Donc, en général, je suis assez transparent, mais bon, il m'est arrivé une mauvaise aventure il y a 1 an sur trop de transparence, et je préfère un peu de prudence. Par contre, je vais vous présenter la slide, néanmoins, qui est un travail interne. Non. Voilà. Donc, en fait, chez Pernod Ricard, on a mis en place un nouveau business model dans lequel il y a 4 priorités qu'on considère comme essentielles, qui sont les fondamentaux des choses qu'on doit bien faire, et 4 priorités qui devraient accélérer la performance de Pernod Ricard. Dans ces priorités, dans les priorités essentielles, on voit qu'en numéro 3, il y a Sustainability et Responsibility, qui est totalement intégré dans le business model de Pernod Ricard. Et on s'est dit que c'était une opportunité de changer les choses chez nous. Alors, pourquoi on s'est dit ça? On s'est aperçu aussi que dans la presse, de plus en plus, le terme de CSR, Corporate Social Responsibility, avait finalement perdu son sens, ou n'était pas bien compris par les citoyens, pas bien compris par les employés, et que le côté corporate ne donnait pas le vrai sens à ce qu'on voulait faire. Et nous, on avait une politique qui s'appelait CSR. Donc, moi, j'étais le vice-président de CSR de Pernod Ricard. Donc, on a décidé de profiter de ça pour réfléchir justement sur comment on pouvait faire pour donner du sens entre une priorité business qui était Sustainability and Responsibility et notre politique de responsabilité sociétale chez Pernod Ricard. Et Pernod Ricard, la vision de Pernod Ricard, c'est créateur de convivialité. Et on s'est dit, on a une opportunité extraordinaire d'essayer de relier la politique RSE de Pernod Ricard et finalement la vision de Pernod Ricard qui est créateur de convivialité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a la chance, c'est que créateur de convivialité, on est les seuls à l'avoir, c'est notre signature, on n'a pas de compétiteurs qui utilisent ça réellement. On va voir que ça pose des difficultés, mais je vais en parler. Mais en tout cas, on s'est dit qu'il y avait une vraie opportunité pour nous de travailler sur ce thème-là pour donner du sens à la fois à créateur de convivialité et le fait que dans notre politique business, Sustainability et Responsabilité était intégrée. Et créateur de convivialité, c'est plus qu'une signature, c'est la marque qu'on veut imprégner auprès de nos communautés locales, qu'on veut imprégner sur la société en tant que telle. C'est le souvenir qu'on veut laisser. Donc c'est très important de comprendre ça. Et on s'est dit que pour que cette trace reste, il faudrait qu'on comprenne un peu mieux qu'est-ce que les collaborateurs de Pernod Ricard, dans 87 pays, dans 37 langues, comprennent de créateurs de convivialité. Et c'est un sujet difficile parce que, par exemple, si vous êtes allemand, on ne peut pas traduire convivialité en allemand. C'est un mot qui n'est pas traduisible. Bon. Et en anglais, à part c'est comme si c'était un vieux mot qu'ils utilisent, donc conviviality existe en anglais, mais on ne peut pas dire que ce soit dans le langage courant de tout le monde. Alors on s'est dit, finalement, on se retrouve avec une problématique, c'est qu'on a Pernod Ricard, créateur de convivialité, mais finalement, les collaborateurs de Pernod Ricard, qu'est-ce qu'ils mettent, quel sens ils mettent à créateur de convivialité? Donc on a été les interviewer partout dans le monde, et on est sorti avec ce qu'eux pensaient de créateurs de convivialité.
Et on est sorti, donc on a fait des exercices basiques avec des post-it. Dis-moi les 3 sens pour toi de créateur de convivialité. Chacun a mis ses post-it. On a regroupé tout ça et on est arrivé à ça. C'est celle-là qu'on ne doit pas voir? Non, celle-là, on peut la voir. Donc, pour les collaborateurs de Pernod Ricard, créateur de convivialité, c'est d'abord le partage. C'est d'être ensemble, de passer un bon moment ensemble, de prendre du plaisir. La notion de respect est extrêmement importante. La notion d'événements familiaux avec des amis, tout ça sont les mots-clés qui ressortent pour le sens qu'il y a derrière créateur de convivialité. Et quand on voit tout ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a à s'embêter à aller chercher une politique RSE alors que tout est là? Si on est capable de mettre ça en œuvre, chez Pernod Ricard, on a notre politique RSE qui est parfaitement définie. D'ailleurs, on va retrouver tout ça dans les valeurs de Pernod Ricard, qui sont mutual trust, la confiance mutuelle, le sens de l'éthique, la notion d'entrepreneur, de créer des choses, d'être ensemble et de partager des bons moments ensemble. Donc on s'est dit que c'était là-dessus qu'il fallait qu'on se concentre. Et pour ça, on a été un petit peu plus loin, et c'est cette slide-là que je vais vous demander de ne pas montrer, en tout cas, c'est d'essayer de voir, et si, dans la pyramide du business model de Pernod Ricard, on l'a modifié très légèrement, donc ça c'est un travail qui a été fait en interne avec mon équipe, mais qui n'est pas diffusé encore à l'intérieur du groupe. Donc c'est pour ça que je ne veux pas que ça sorte d'ici, mais je vous la montre parce que c'est l'exercice qui est intéressant. Tout ce qui est en blanc, c'est ce qui est écrit dans le business model de Pernod Ricard, qui est officiel, montré en externe. Et tout ce qui est en jaune, c'est ce que nous, on veut rajouter pour donner beaucoup plus de sens, finalement, à créateur de convivialité. Donc, créateur de convivialité, c'est non seulement notre vision, mais c'est la signature. C'est qu'est-ce qui guide nos valeurs et qu'est-ce qui nous permet d'avoir un impact positif sur le monde autour de nous. Et l'ambition de Pernod Ricard, c'est d'être le leader de l'industrie des vins et spiritueux dans le monde. Ça, c'est notre vision telle qu'elle est affichée dans notre document de référence, dans notre rapport annuel, etc. Et si vous rajoutez les mots en jaune, on veut non seulement être le leader dans la croissance, mais aussi dans la sustainability, dans le développement durable. On veut changer les rôles et développer l'impact positif de nos actions. Et la mission de Pernod Ricard, en blanc, c'est on travaille pour mettre à chaque fois que possible de nos marques au cœur d'un moment de convivialité. Et nous, on a rajouté, on travaille ensemble. C'est un des mots très clés de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et pour que les gens, les personnes, nos consommateurs, les citoyens, passent un bon moment et pour créer un meilleur futur pour tout le monde. On voit qu'on n'a pas besoin de changer grand-chose pour que finalement ça change tout. Voilà. Donc c'est ça une de nos prochaines étapes, c'est de déployer ça chez Pernod Ricard dans la mesure du possible, mais c'est déjà, je pense, largement intégré pour l'ensemble des collaborateurs de Pernod Ricard. Alors je vais vous montrer un petit film qui va vous montrer, c'est un film interne là aussi, c'est pas public, qui est un film qu'on a diffusé, qu'on a mis sur nos sites et envoyé à tous nos collaborateurs début janvier, je crois, qui montre comment on a fait le changement de nom de Pernod Ricard. Et j'ai, je crois, avoir la chance d'avoir un film en français grâce à Bruno, qui nous a demandé une version française. Merci Bruno. Qui est DIRCOM. Qui est le DIRCOM de Ricard et de la RSE aussi. Alors, donc voici le film qu'on a, et ça nous a permis pour la première fois, vous avez vu, de montrer des actions dans les 4 domaines, et donc de ne pas isoler la consommation responsable uniquement. Et donc ça avait aussi pour objectif de montrer que la RSE, ou Sustainability Retail, c'est bien plus que la consommation responsable. Et on a pensé que de faire un changement de nom permettait de transmettre le message plus facilement. Et nous avons profité là aussi de cette opportunité pour penser autrement notre journée de la responsabilité. Ça faisait 5 ans d'affilée sur la consommation responsable. On s'est dit qu'il était temps de passer à quelque chose de différent en utilisant le terme de créateur de convivialité et comment créer de la convivialité auprès des gens qui nous entourent. Donc là aussi, je vais vous montrer une petite vidéo qui est très rapide. Alors, je vais essayer de le faire tout seul, mais ça marche.
not a one-day commitment, it's an everyday commitment, and I'm extremely proud to see how engaged all of our colleagues are around the world, and they've always been and will always be our number one ambassadors. À l'année prochaine. On attend les résultats de cette année pour dire si oui à l'année prochaine. Enfin, j'ai aucun doute là-dessus. Juste quelques résultats sur cette journée de la responsabilité autour des communautés. Est-ce que vous avez trouvé les journées utiles? 93% oui. Est-ce que vous connaissez mieux la politique RSE de Pernod Ricard? 95% dit oui. Et est-ce que vous voulez renouveler cette journée de responsabilité? 97% disent oui. Donc il est évident que c'est un impact extrêmement important sur nos employés, un impact extrêmement positif là-dessus. Alors tout ça n'est pas fini. En termes de communication interne, on a diffusé ce type de visuel dans lequel on transforme Let's Live Together Better, Working Together Better, en montrant tous les différents types d'initiatives dans tous les volets de notre politique de responsabilité sociétale, avec un visuel par semaine sur tous nos réseaux internes. Et on a commencé à dupliquer en externe, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et LinkedIn, ce type de visuel dans lequel on explique ce qu'on fait. On a vu tout à l'heure que Botanique avait la même problématique que nous, c'est que un des gros soucis, c'est qu'on n'en parle pas, en tout cas, et qu'à part nos collaborateurs, peu de personnes sont au courant. Chez nous, non seulement nos collaborateurs n'étaient pas suffisamment au courant, mais en plus en externe, encore moins. Alors, les prochaines étapes pour nous, en septembre 2017, on aura les résultats de notre enquête qu'on réalise tous les 2 ans auprès de l'ensemble des collaborateurs, dans lequel on a des questions spécifiques RSE, qui va nous permettre de mesurer si on a progressé par rapport à l'enquête précédente il y a 2 ans. Donc là, pour moi, c'est vraiment un thermomètre extrêmement utile, parce que derrière, il y a les plans d'action qu'on va mettre en place si c'est nécessaire. Et on a 18 500 créateurs de convivialité qui sont ambassadeurs de notre politique de responsabilité sociale. Ça, c'est notre objectif. Je ne dis pas que ça soit parfait encore, mais en tout cas, on progresse année après année. Et on est plutôt heureux de la manière dont les choses se sont passées jusqu'à maintenant, même si la RSE, c'est un chemin sur le long terme. Nous ne sommes pas parfaits et nous le savons. Nous avons encore de nombreux progrès à réaliser et nous le savons. On ne peut pas tout faire en un jour, mais étape par étape, je crois qu'on va dans le bon sens et que Pernod Ricard, en tant que co-leader de l'industrie, doit montrer l'exemple. Donc il y a cette notion d'exemplarité qui est extrêmement importante, non seulement dans l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs et en particulier pour les managers dans leur comportement de tous les jours en termes de responsabilité. Il y a eu une question qui a été posée tout à l'heure auquel je vais répondre sur est-ce qu'on intègre des critères de RSE dans les entretiens annuels de développement, dans les bonus? Oui, bien sûr. C'est peut-être pas encore assez, mais en tout cas, on sait que ça a un impact. L'idéal, ça serait qu'à terme, on n'ait plus besoin de le faire, que ce soit naturel pour tout le monde. Mais il y a les critères de Alexandre Ricard, notre président directeur général, jusqu'à tous les membres des comités de direction, où il y a des critères à la fois sur les ressources humaines, sur la consommation responsable, et pour ceux qui sont en particulier dans les opérations, sur évidemment le développement durable, l'environnement, qui est un point très important de notre politique. Donc ça, c'est évidemment intégré. Ces critères sont définis, proposés par moi en général, pour les membres de tous les membres du comité exécutif. Voilà, donc c'est moi qui les propose. Au comité de gouvernance et de nomination et de rémunération qui va définir les rémunérations des directeurs principaux du groupe. Et ensuite, ça se décline en cascade jusqu'au comité de direction. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, madame. Okay. C'était au-delà du comité de direction, c'est que quand on fait des entretiens d'évaluation... Oui, alors je vais compléter, je reviens. Alors sur les entretiens annuels de développement, il y a des critères qui est le partage des valeurs de Pernod Ricard. Et dans le partage des valeurs de Pernod Ricard, évidemment, il y a le sens de l'éthique, la confiance mutuelle, etc. Et il est bien précisé dans la définition de ces critères, adhère à la politique de responsabilité sociétale de Pernod Ricard.
Donc c'est intégré. Et chaque manager doit évaluer son collaborateur par rapport à est-ce qu'il adhère ou pas aux valeurs de Pernod Ricard, est-ce qu'il respecte la politique RSE de Pernod Ricard. Bon. Je n'ai pas de statistiques permettant de dire combien de pourcents, etc. En la matière, mais en tout cas, c'est un élément qu'on peut pas échapper, enfin, ça ne peut pas échapper dans le cadre de l'entretien annuel développement. Et on a à peu près un pourcentage de pratiquement 90% des collaborateurs qui ont tous les ans un entretien annuel de développement, dans lequel ce sujet est abordé. Voilà. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui. Tu concluais là-dessus. On prend quelques questions ou... Juste deuxième question. Ouais. Oui, toute la journée du Responsible Day est faite avec des partenaires. Donc externes, qui travaillent avec nous et qui nous mettent en relation avec la communauté dans laquelle on va agir. Alors tout type de communauté, hein, ça peut être une association pour défendre les abeilles, ça peut être à Marseille, vous avez fait la rénovation d'une plage, enfin le nettoyage d'une plage. Avec l'association Un déchet par jour. Voilà, donc sur Marseille, donc chaque site travaille avec un partenaire, en général c'est toujours local, jamais global. Et c'est toujours près des terroirs. Et bon, je crois que c'est le thème ici de ce rassemblement, c'est le côté local. Je crois que chez Pernod Ricard, on est extrêmement local sur tous ces sujets-là. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, tu ne l'as pas illustré là parce que ce n'était pas l'objet, mais c'est que vous y êtes allé progressivement avec les salariés. La première année, le thème, c'était l'alcool au volant, c'est ça? Oui. Et du coup, c'était plutôt une journée que les équipes vivaient en interne. Certains d'entre eux avaient eu l'audace, tu vois, de sortir, distribuer des tracts dans la rue, travailler avec des ONG qui traitaient ce sujet. Mais, et ce que vous aviez dit, c'est que vous collectiez des engagements. À la fin de la journée, les salariés pouvaient s'exprimer sur une Pernod Ricard card. Et vous en avez collecté de mémoire 15 000 sur les 18 000 salariés à l'époque. Donc c'était déjà une super victoire. Et l'année d'après, vous vous êtes dit, bon, on va les amener, ça sera sur l'alcool et les jeunes, on va leur demander d'agir. Et vous aviez créé une carte Z. Je ne sais pas si vous voyez ces cartes qui sont pliées et qui, quand elles se déplient, permettent de faire une espèce de A3 et qui était un petit parcours pédagogique pour expliquer aux jeunes pourquoi l'alcool au volant, c'était compliqué. Pas l'alcool au volant, l'alcool et les jeunes, c'était la cata, quoi. Et du coup, la cata, non, parce que ça ne concerne pas tous les jeunes. Pardon. Ceux qui abusent. Mais en tout cas, pour les populations exposées à ce risque, effectivement, il fallait qu'ils prennent en compte les enjeux et les risques pour leur santé. Voilà. Et les risques pour leur éducation, parce que pour leurs études aussi. Parce qu'on sait que le binge drinking est un phénomène qui touche le cerveau. Et donc, quand on a 15 ans et qu'on fait du binge drinking, c'est-à-dire qu'on est ivre une fois par semaine, par exemple, ça a un impact sur le cerveau. C'est maintenant scientifiquement mesuré depuis peu de temps. Il y a 6-7 ans, on ne savait pas. Mais en tout cas, maintenant, on sait que c'est mesuré. Donc, toute la démarche qu'on a faite, c'est appuyer sur ces études scientifiques et permettant de dire, tu crois que ce n'est pas grave, parce que tu n'es pas alcoolique, tu ne bois pas de l'alcool de la semaine, mais la journée où tu en bois tellement que ça a des dégâts sur ton cerveau. Donc ça, c'est les messages qui ont été transmis par les 18 500 collaborateurs de Pernod Ricard auprès de leurs familles, auprès de leurs amis. Voilà, on a tous des enfants, des frères, des sœurs, des petits-enfants en ce qui me concerne, qui peuvent être concernés par ces sujets. Mais du coup, les salariés de l'année 2 étaient amenés à faire une action. Et vous avez remonté des 150 000 I did it de mémoire, c'est-à-dire quasiment 10 actions par employé, etc. etc. Ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que c'est une démarche de long terme, comme tu disais. C'est pas, voilà. Et du coup, vous avez pu prendre le temps, petit à petit, d'amener les salariés un cran plus loin chaque année en termes de pédagogie, d'empowerment et d'engagement. C'est vraiment intéressant comme cas, quoi. Est-ce que vous auriez une ou deux autres questions? Il nous reste petite 5 minutes. On a promis de libérer la salle à la demi. Du coup, peut-être un mot de conclusion, André, un mot de conclusion, Jean. Je vais juste rajouter une petite statistique interne chez Pernod Ricard qui illustre bien en quoi la politique de RSE a beaucoup d'importance. Quand on fait cette fameuse étude d'opinion des salariés, on leur pose une centaine de questions sur la stratégie, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc., sur le comportement de leur manager, enfin, sur plein de questions diverses et variées. Et l'organisme qui nous fait ce questionnaire, qui est totalement fait d'une manière externe à l'entreprise, pour qu'on n'ait pas connaissance, nous, des résultats par personne de ce qu'ils ont répondu, est capable de faire des algorithmes en disant,
toutes les personnes qui répondent à la question 5, 25, 32, etc., ça, qui répondent de manière très positive à la question, c'est les personnes les plus engagées de l'entreprise. Et ils ont pu faire le lien entre le niveau d'engagement des collaborateurs et leur adhésion aux valeurs de Pernod Ricard, à la politique RSE de Pernod Ricard. C'est-à-dire, plus un collaborateur partage les valeurs de Pernod Ricard, plus il est engagé en RSE, plus son niveau d'engagement pour Pernod Ricard est important. Quand un manager, et quand tous les managers de Pernod Ricard comprendront ça, ils ne parleront pas qu'une fois par an de RSE à leurs collaborateurs, ils en parleront à chaque réunion. Parce que plus ils en parlent, plus leur équipe va être efficace. Voilà. Donc ça, c'est un vrai message d'implication des collaborateurs sur la RSE et l'impact que ça a sur l'efficacité de l'entreprise. Et puis il y a des études plus larges faites par des grands groupes de recherche qui montrent aussi que plus un collaborateur est impliqué dans la RSE, plus il est engagé dans l'entreprise et plus les résultats profits de l'entreprise sont importants. Ça va jusqu'à 2-3 fois par rapport aux entreprises qui n'ont pas des collaborateurs engagés, et plus la valorisation de l'action à la bourse est importante. Donc il y a tout ce chemin vertueux qui part d'un constat simple, c'est qu'il faut donner du sens aux collaborateurs dans leur entreprise, et donner du sens, c'est quand ils ont l'impression que leur entreprise va contribuer à un monde meilleur pour demain. Et c'est très important pour les nouvelles générations, mais aussi pour moi, qui fais partie des anciennes générations. Merci. Alors, moi, je vais juste conclure. Non, je vais me lever. Je vais juste conclure, André. Du coup, moi qui fais partie d'une génération un peu moins... Merci. ancienne. Faut pas oublier, quand on est dans une entreprise aussi, faut penser à sa désirabilité. Et moi, je vais vous parler de mon cas personnel. Quand j'ai quitté l'enseigne dans laquelle je travaillais avant, qui est une enseigne bleue qui vendait des articles de sport, j'ai cherché une entreprise, parce que mon souhait était une mobilité dans le sud-est de la France, pour des raisons personnelles. J'ai cherché une entreprise qui avait des valeurs dans lesquelles je me retrouvais, dans lesquelles j'avais envie de m'impliquer, et dans lesquelles je pensais pouvoir m'épanouir personnellement et professionnellement. Et je peux vous garantir qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont ressortis dans la distribution. Donc c'est comme ça que je suis arrivé chez Botanique. Et donc ça, il faut y penser aussi quand vous êtes dans une entreprise. Il y a effectivement ce cercle vertueux de la performance, mais il y a aussi cette attractivité que vous pouvez avoir. Et ça peut faire la différence quand vous vous retrouvez confronté en tant que recruteur à des candidats, et quand vous êtes droit dans vos bottes au niveau RSE, et quand vous avez des valeurs qui sont fortes et portées et qui sont imprises dans l'enseigne, vous pouvez fortement gagner aussi en attractivité. Et je pense que ça va encore une fois rejoindre le cercle vertueux de la performance que l'on peut créer grâce à ce travail-là. Merci. On vous libère. Merci encore d'être venus nombreux à cet atelier. Beau sujet.